Bienvenue au Cœur des Sciences pour cette soirée Sciences et Contes organisée dans le cadre de la Semaine canadienne de la culture scientifique. Nous remercions à ce propos le Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada pour son soutien et un merci tout particulier aussi au Festival interculturel du conte de Montréal. La prochaine édition de ce festival, ce sera en octobre 2019 et ne manquez pas ça, je pense qu'on refera ensemble une soirée Sciences et Contes. Il y a 6 ans, nous vous avions offert une soirée à nouveau Sciences et Contes intitulée « Raconte-moi la Terre ». Conteurs et scientifiques nous avaient parlé de déserts, de vents, de lacs, d'oiseaux. Ce soir, nous allons vous raconter le ciel. Joséphine Bacon, grande poète inoue, viendra nous dire son firmament. Puis Robert Lamontagne, notre astrophysicien de prédilection, nous racontera comment, siècle après siècle, les savants, puis les scientifiques d'aujourd'hui ont entretenu avec le cosmos des relations tantôt fusionnelles, tantôt distantes. Nous aurons aussi Jocelyn Bérubé, conteur gaspésien qui nous dira sa version toute particulière d'un mythe grec, Phaéton, fils du soleil. Robert Lamontagne viendra pour poursuivre son histoire et nous finirons avec Mike Burns, conteur d'origine irlandaise, et lui nous proposera un conte où on verra que finalement, l'infiniment grand n'est peut-être pas toujours là où on le croit. Je vous souhaite une bonne soirée. Oui. مستملين وديت كنان ويدا وسدي تبعت مستاد وتابي. Bonsoir, je suis très honorée d'être ici parmi vous. Moi, je suis surtout ici pour lire de la poésie qui parle des maîtres des animaux. Le premier poème que je vais vous lire, c'est sur Tihakoko. Tihakoko, c'est une femme, qui est invisible, mais Tihakoko, c'est une femme très, très importante qui vit dans l'espace. Et puis cette femme, puis c'était très important pour les femmes, de faire de leurs chasseurs des hommes très doux et très beaux, enfin, qu'ils plaisent à cette femme. Parce que si des hommes étaient bien habillés, puis ils réussissaient à se faire remarquer par la femme de l'espace, alors la femme de l'espace dirigeait leurs raquettes vers les pistes d'animaux qui les aideraient à subvenir aux besoins de leur famille. Voilà, je vais lire d'abord dans ma langue, après je vous lis en français. Et voilà, ça va être comme ça. Ça va parler aussi des maîtres des animaux, ça va parler de la grande étoile, de la grande étoile pour nous en Innu. On l'appelle Ateotegata, qui est la constellation du Caribou. Parce que chez les Inuits, par exemple, les anciens, ils avaient les constellations, ils les connaissaient, mais sauf que les constellations, pour nous, ce n'était pas ni le bélier, ni le taureau, mais c'était les constellations de l'ours, du caribou, du loup, un peu ce qui ressemble un peu à l'astrologie qu'on connaît aujourd'hui. Et puis, par exemple, la lune, c'est notre grand-mère. Le soleil, c'est notre grand-père. Et puis, dans un des mythes fondateurs, Chagabish, après qu'il eut tout tué, tous les êtres méchants et pas gentils qui habitaient sur la planète Terre, il est retourné dans la lune. Et aujourd'hui, ce qu'on voit là, c'est Chagabish qui prépare son bois de chauffage pour l'hiver. C'est comme ça que les vieux nous racontaient la lune. Tihakoko, Techep, Nuwehun, Tejimlunwin, Namatamet, Tetasnoastwat, Tahamet, Kodamanhit, Kenit Miam Namohum. Metagat, Napmuten, Taguatat Nat
kun kawahe kun hit kaminin. Abtati hako tekatok. Tatutek ne tekatat papagasik. Win nagamopmek hahaway jayan. Tihakoko, femme de l'espace. Ce matin, j'ai revêtu ma plus belle parure pour te plaire. Tu guideras mes raquettes ornées de l'ornement de mes ancêtres, mes pas feutrés. Touche avec respect cette neige bleue colorée par le ciel. L'étoile de midi me conduit à Papagasik où m'attend la Grèce qui élève le chant de mon héritage quand je pile les eaux. Aputatatik not neto pita ko matso ne lo magonu Jahuapu Papagasik papiustagan no okana nakatampuan muna. Papagasik apo hamatak apo tawat win apo tawat mi awasat nistamot pedakot duachi wetan te wekan tsagastmaten mewa. Le caribou déserte nos sentiers. Le souffle de notre neiteux, puissant du temps, nous emprisonne. Papagasik est fâché. Ses os sont éparpillés. Il ne répond plus aux rêves. Papagasik nous prive de sa moelle et de sa graisse. Nos sanglots se meurent au nord de la nuit dans les incantations du tambour. Matet pihamwat abuab moko kahagat abuab mata wabat ketil mijawagan. Destatan jahochin nantam jahochiti. Namataten ega uyab mata mawat abu matatman natsite nantamte chetaine dayan. Ega untsita kaitatihiak nantam waban nete toteyan tu yesabuti wichota. Tant de lunes, nouvelles, pleines, sont passées. Notre amitié devenue absence, j'en ai fait mon ami. Aujourd'hui, tu es là, forte, fière, narguant la mort. Qui pourrait croire qu'un trop tard s'échappe de mon cœur? Mais non, car la mémoire te garde à jamais dans la brunante de ma vie. Dans mes nuits de rêve, je te vois atteindre l'horizon sans moi. Tsatamaskon emanwatassi nteetay. Masnak namaniko papagasik nuichok. Wabjehmok ntahamok. Masegahmok kahinam nasihaw kay mayan. Nanantuap mo mastojegatok. Wait nui tamak chaytateyan. Egote ote namyan hat wastwakwan. Napmahan apo mateltman na napon. Tu me promets une terre pure où tu existes. Masnak, ma breuve. Papagasik court avec moi. Le lichen me nourrit. La mousse
soigne mes larmes. Je reviens à la grande étoile, mon guide. C'est ici que je danse avec les aurores boréales. Étendu, je n'agonise pas. Nakanuenten, nakamontait, nuutan naminok manuahiunu, Jehoachun, winimu, nimu chuap, tastabagonu, wahko, wasten namtanyunu. Musique de mon cœur, laisse le vent caresser la vie. Une tendresse pour un pas de danse. Un salle de bal tapissé de lichens et de constellations dessine l'infini. Beethoven, Kawenmo, Agoshanwa, Kajinuanaka. Namamatnente, Tatuetaganun teetain, Tateignitak Nakamon, Otat Nagana, Nantuab Mogwan. Non sitten, Ehabuam Nanot, Kahagat, Nte Unsitum. Kajakhamet Nantuabten Chechi Otnagoyan Sash Ntaspan Chapetatan Chaman Tante Chechi Wichitan Napamnuentan Nagamutatan Nagamutaman Chakasentmo Mintan uchekitak chechika uhanman. Les aurores rouges sont jalouses de l'éclipse qui a fait le tour de toi. Une pensée m'envahit, vacarme d'un soir de bar. Une mélodie chante mon souvenir. Le passé me rattrape. J'ai oublié comment rêver. Mon cœur a perdu la cadence des raquettes. Je me suis laissé apprivoiser. Je suis au bout de moi. J'écoute tes larmes. Comment te consoler? J'aimerais chasser ta souffrance, t'offrir le sourire d'une étoile. Mastojegatoko wahkot, Zatabatumustona, Mastojegatoko, Wastuakon, Nimo Asit. On metapko, on kan katchenanot, Jagahinkona. Une nuit d'étoiles nous invite. Elle nous raconte la grande ours. Les aurores boréales dansent les gestes de la terre. C'est la nuit des cicatrices qui pardonne. Hagasno tapkobiham, ujegatwatno kot, ihmatn daidaban, nyamni wasten moto, njajagos mahampano. La lune entière, les étoiles sont là, les yeux vers le ciel. J'aime croire qu'elle brille pour moi. Mon âme s'étend, la neige et lumière. Ojegatawat, tuawinot. Hipu tuawitmatan. Kayhatawat tihawat tuawitan. Hagaikan tuawitmatan. Ehpatahmkat
tuawiten, muhoasi tuawitmaten, anhenio tuawinot, wastuahkuan tuawitmaten, wahko tuawiten, notumiu tuawitmaten. Tu parles d'étoiles, je te parle de rivières. Tu parles d'astres, je te parle de lacs. Tu parles de l'infini, je te parle de la toundra. Tu parles d'anges, je te parle d'aurore boréale. Tu parles des cieux, je te parle de la terre. Tu me snachs maintenant. Dans un registre un peu différent. Mais on va replonger dans la magie, je l'espère. Je vous ramène en décembre 1968. 3 astronautes américains sont en train de faire le tour de la Lune. Anders, Lovell, Borman. Leur objectif, mis à part faire le tour de la Lune et revenir vivant, photographier la surface de la Lune pour planifier l'éventuelle mission de Neil Armstrong quelques mois plus tard. Ils font le tour de la Lune, et pendant qu'ils font le tour de la Lune, ils perdent contact avec l'humanité. De l'autre côté de la Lune, il n'y a plus de contact radio, et donc ils sont laissés à eux-mêmes. Mais lorsque la cabine revient, fait face à la Terre, de leur point de vue, ils voient soudainement la Terre se lever au-dessus de l'horizon de la Lune. Les conversations s'arrêtent dans la cabine. Ils sont en train de regarder la Lune. Ils ont des caméras avec des films en noir et blanc. Et là, soudainement, il y a quelqu'un qui lève la tête dans le hublot et dit « On arrête tout. On change le film. On met un film couleur. » Ce qui est un exploit. En apesanteur, changer un rouleau de film, là, ça peut être un peu parfois difficile. Mais ils ont réussi. Et on a cette série de photographies où on voit la Terre se lever au-dessus de l'horizon. C'est une image qui est devenue banale de nos jours. Mais en 1968, c'est l'une des toutes premières fois où l'humanité perçoit sa place dans le cosmos. C'est la première fois que l'on voit à quoi ressemble notre planète dans le cosmos, et nous sommes tous là-dessus. C'est la toute première fois que l'on sait quelle est notre place dans le cosmos. 23 ans plus tard, une petite sonde spatiale qui avait pour objectif de visiter Jupiter et Saturne et Uranus et Neptune, est en train de sortir du système solaire en 1991. Elle est sur le point de quitter le système solaire. Elle traverse l'orbite de Pluton. Elle est à 6 milliards de kilomètres de distance de la Terre. Et on est sur le point d'éteindre certains des instruments pour préserver la batterie et donc lui permettre de survivre plus longtemps. Il y a un astronome américain, grand vulgarisateur de la science, Carl Sagan, qui a une idée. Il entre dans la salle de contrôle puis il dit on fait un portrait de famille. Avant d'éteindre la caméra une dernière fois, on photographie les planètes du système solaire vues de l'autre côté. Et là, je vous garantis, dans la salle de contrôle, les gens le regardent avec des grands yeux et ils disent mais il n'y aura rien à voir, ça va être des petits points lumineux. Et Carl Sagan dit exactement, c'est ça. Ce seront des petits points lumineux. Et donc, la Terre, vue d'une distance de 6 milliards de kilomètres, souriez, on est tous là-dessus, là. Dans le champ de la caméra, elle occupe moins de 1 pixel. Ça donne la mesure de notre petitesse dans le cosmos. Non pas de notre insignifiance, mais de la petitesse, du petit espace que nous occupons dans le cosmos. La Terre est une planète qui tourne autour d'une étoile, le Soleil, comme les autres planètes du système solaire. Elle tourne autour du Soleil et le Soleil n'est qu'une étoile parmi les 100, 200, 300 milliards d'étoiles de notre galaxie, la Voie lactée. C'est une toute petite planète autour d'une toute petite étoile. Si on pouvait projeter notre galaxie à l'échelle de l'Amérique du Nord, notre planète et le Soleil occuperaient la taille occupée par à peu près une pièce de 25 cents. Okay?
On rentrerait tous là-dedans, ici. Donc, nous sommes perdus dans une immense galaxie où il y a des centaines de milliards d'étoiles. Notre galaxie fait partie d'un immense univers dans lequel on dénombre entre 1000 et 2000 milliards de galaxies. Véritablement, nous ne sommes rien du tout dans le cosmos. Et donc, on peut se poser la question, quel est notre rôle? Quelle est notre place dans le cosmos? Et c'est une vieille question. Nos ancêtres, et d'ailleurs, on vient d'en avoir la preuve, nos ancêtres regardaient le ciel et ils s'interrogeaient sur la place qu'ils pouvaient avoir dans le cosmos. Parfois, c'était source d'émerveillement, parfois, c'était source d'angoisse. Blaise Pascal, au 17e siècle, a parfaitement résumé, n'est-ce pas? Quand il se questionnait, il réalisait la petitesse de l'espace qu'il occupe, la courte durée de sa vie, et il se questionnait sur pourquoi suis-je ici maintenant plutôt que là-bas et avant ou plus tard. Et donc, c'était une angoisse qui était très inquiétante. Nos ancêtres ont dû vivre ça aussi. Quand on regarde le ciel, si vous sortez à l'extérieur et que vous allez dans un endroit où il n'y a pas de pollution lumineuse et qu'on regarde la nuit étoilée, on a l'impression que tout tourne autour de nous. On ne perçoit pas notre propre mouvement. Et donc, le cosmos tourne autour de nous. Nos ancêtres, et en fait tous les peuples, ont résolu le problème de la place de l'homme dans le cosmos. Le cosmos, c'est l'endroit où on projette nos idées, nos mythologies, nos rêves. Et donc, on retrouve dans le cosmos les dieux, les déesses, les héros, les monstres. Et on se raconte des histoires. Tous les peuples ont eu leur mythologie projetée dans le ciel. En tant qu'Occidentaux, nous avons hérité évidemment des constellations léguées par les Grecs, mais tous les peuples se sont racontés des histoires avec le ciel. Nos ancêtres avaient une connexion spirituelle avec le ciel. Ils étaient en contact direct, le ciel leur parlait et ils répondaient. Et en même temps, le ciel avait une fonction utilitaire. Il était commode. Le ciel pouvait servir à s'orienter, à voyager, à cartographier, à mesurer l'écoulement du temps. C'était très utile, ça permettait d'organiser, de planifier quand est-ce qu'on sème, quand est-ce qu'on va récolter, comment naviguer sur la mer. Évidemment, si vous avez déjà fait de la navigation, il n'y a rien qui ressemble plus à une vague qu'une autre vague, n'est-ce pas, en plein milieu de l'océan. Et donc, votre seul guide, ce sont les étoiles. Donc, le ciel avait cette double fonction, spirituelle, mythologique et utilitaire. Et on en est venu à considérer que le cosmos, le ciel, avait été créé par un dieu ou des dieux pour le bénéfice de l'humanité. Le cosmos était là pour nous. Et donc, on avait imaginé un Dieu qui crée le cosmos ou des dieux qui créaient le cosmos. En fait, il y avait toutes sortes d'histoires de la création du cosmos. Et éventuellement, on s'est même fait des modèles, des représentations de notre place dans le cosmos. Et il est assez amusant de constater que la représentation que vous voyez à l'écran, c'est celle dont on a hérité d'Aristote. C'est un modèle géocentrique dans lequel la Terre est au centre. Elle est fabriquée avec 4 éléments de l'Antiquité, l'eau, la terre, le feu et l'air. Et tout ça est entouré du cosmos. La Lune, le Soleil, les planètes, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, et très très loin, les étoiles. Un cosmos fabriqué dans un 5e élément, un élément parfait, la quintessence. Les objets du cosmos sont parfaits. Ils sont parfaitement ronds, parfaitement sphériques, parfaitement lisses. Ils tournent autour de la Terre sur des orbites parfaitement circulaires. Et au centre, on a la Terre, imparfaite, corruptible. On est, on vit, on meurt. Et cette représentation du cosmos est celle qui a dominé l'histoire de l'humanité. Un cosmos organisé pour l'homme au centre, ici. Cette vision va commencer à basculer quelques siècles plus tard, avec la Renaissance et le regain de la scientifique. Merveilleux dessin de la Lune. Ce dessin de la Lune est de la main de Galilée. Galilée est un physicien, un astronome de la région de Padoue. Galilée a entendu parler de plusieurs choses. Premièrement, qu'il y a
des hurluberlus dans le nord de l'Europe qui ont inventé un nouveau gadget qui permet de grossir les images. Et donc, il va apprendre et fabriquer les premiers télescopes. Et Galilée va s'en servir pour regarder le ciel. Il a aussi entendu parler d'une nouvelle représentation du monde, quelques décennies auparavant. Une représentation du monde dans laquelle, plutôt que de mettre la Terre au centre, on va mettre le Soleil et on va faire tourner les différentes planètes autour, Mercure, Vénus, la Terre et toutes les autres planètes. Et Galilée aime bien cette représentation qui est plus rationnelle à ses yeux et qui permet d'expliquer de nombreuses autres observations. Et donc, d'une certaine façon, il est en mission. Il veut prouver que la vision héritée par Aristote, popularisée dans le monde chrétien, que cette vision est erronée. Et il va donc utiliser le gadget à la mode de l'époque, le télescope, pour faire cette démonstration. Si je vous mettais un télescope dans les mains, et que vous n'avez jamais eu de télescope de toute votre vie, si je vous mets un télescope dans les mains, quel est le premier objet que vous regardez? La Lune, n'est-ce pas? C'est facile, on la voit, c'est brillant, pas de problème pour pointer. Et donc, Galilée regarde la Lune. C'est le premier objet qu'il va regarder. Galilée est un artiste accompli à une époque où il n'y a pas d'appareil photographique, et donc Galilée est un artiste accompli. Il va donc produire des dessins de la Lune, et il va publier ces dessins dans différents ouvrages. Entre autres, dans ce cas-ci, c'est dans un ouvrage qui s'appelle « Le Messager du ciel » ou « Le Messager céleste », qui est essentiellement un résumé de ce qu'il voit dans le ciel. Et donc, il y a ce dessin de la Lune dans lequel on voit des cratères, des montagnes, des crevasses. Et là, voilà, il y a un os. Aristote qui nous dit que le ciel est parfait, fabriqué de quintessence, des sphères parfaitement rondes, parfaitement lisses. Premier objet qu'on regarde, il y a des trous, il y a des montagnes. Premier objet qu'on regarde est au moins aussi imparfait que la Terre. Il ne se laisse pas impressionner. Enfin, il est impressionné, mais il ne se laisse pas abattre par ça. Il va regarder un deuxième objet, le Soleil, et il voit des taches à la surface du Soleil. Le Soleil qui doit être parfait, il y a des taches sombres. Il regarde les autres objets comme Jupiter et il se rend compte qu'autour de Jupiter, il y a toujours 4 petits points lumineux qui suivent Jupiter partout dans le ciel, comme des chiens suivent un maître, n'est-ce pas? Il y a 4 petits points lumineux. Parfois, ils sont tous les 4 d'un côté, parfois, il y en a 2 d'un côté et 2 de l'autre. Parfois, c'est 1 et 3. Mais les 4 petits points sont toujours là. La seule explication pour Galilée, c'est que ces 4 petits points sont des objets qui tournent autour de Jupiter. Alors, on a déjà 3 clous. La Lune est imparfaite. Le Soleil est imparfait et il y a au moins 4 objets dans le cosmos qui ne tournent pas autour de la Terre, qui tournent autour de Jupiter. Peut-être qu'Aristote s'est trompé. Et donc, à partir des observations de Galilée, la représentation du cosmos va changer. On a maintenant un monde héliocentrique. C'est celui avec lequel on est familier, n'est-ce pas? J'espère que je n'apprends rien à personne. Mais donc, c'est la représentation héliocentrique. Le Soleil est donc au centre et les différentes planètes tournent autour du Soleil. Évidemment, dans ce cas-ci, il y a la Lune qui tourne toujours autour de la Terre, mais tout le reste, c'est un cosmos dans lequel la Terre a perdu son unicité. Nous ne sommes plus au centre du cosmos. Le rôle de Dieu ou des dieux est repoussé de plus en plus loin. Et plus la science progresse à la Renaissance, plus on lève le voile sur la mécanique du cosmos, avec des gens comme Newton, où on comprend pourquoi la pomme tombe, mais aussi pourquoi la Lune tourne autour de la Terre. Et le fait que la Lune tourne autour de la Terre, ça produit des marées. Puis pourquoi la Terre tourne autour du Soleil? Quelle est la forme des orbites des planètes autour du Soleil? Donc, avec Galilée, avec Kepler, avec Newton, soudainement, on lève le voile sur la magie du cosmos. C'est comme aller au théâtre, finalement, puis aller voir l'envers du décor, puis découvrir comment ça fonctionne. Et soudainement, le cosmos est devenu un immense engrenage, toute une série de roues crantées qui tournent et qui est comme une horloge. Clic-cloc, 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 clic. Il n'y a plus de magie. On comprend comment ça fonctionne. On n'a plus besoin de divinité. On n'a plus besoin de Dieu. C'est repoussé de plus en plus loin. C'est d'ailleurs symbolisé dans cet échange entre Napoléon Bonaparte et son scientifique en chef, si on peut dire, Pierre-Simon de Laplace, à la fin du 18e siècle. Pierre-Simon de Laplace est un mathématicien, c'est aussi un physicien. Il a été affublé du titre de Newton des Français. Alors, donc, c'est dire à quel point c'est quelqu'un d'important. Et donc, Laplace s'était appliqué à produire une explication pour le cosmos.
Il va publier ça dans un ouvrage qui va paraître à la toute fin du 18e siècle, qui s'appelle « Exposition du système du monde ». Napoléon en a évidemment une copie, et Napoléon, c'est un général, à l'époque il est encore général, c'est quelqu'un de très futé et qui aime bien poser des questions d'école aux gens avec qui il échange. Et donc, il a Pierre-Simon de Laplace devant lui, puis il lui dit Monsieur de Laplace, j'ai lu votre ouvrage, Exposition du système du monde, et je dois admettre que je suis perplexe. Nulle part dans votre ouvrage, je ne vois de mention de Dieu. Et du tac au tac, Laplace lui répond Citoyen premier consul, c'est une hypothèse dont je n'ai pas eu besoin. Alors, ça symbolise exactement cette transformation de ce monde dans lequel on avait cette connexion particulière avec le ciel, cette connexion spirituelle, et qui bascule à la Renaissance, dans laquelle la Terre devient une planète ordinaire autour d'une étoile ordinaire, perdue dans un immense cosmos vide, froid, et qui, à la limite, devient effrayant. C'est d'ailleurs aussi ce que Blaise Pascal disait, je regarde le cosmos et j'ai l'impression qu'il m'ignore, n'est-ce pas? Alors voilà, c'est exactement ça. Nous reprendrons, il y a une solution à ce problème, et la question c'est, la science nous a déconnectés du cosmos, n'est-ce pas? La science peut-elle nous reconnecter avec le cosmos? Et la réponse est oui. Restez à l'écoute. Toute cette histoire avait commencé d'une façon assez banale, au fond. Une fête d'adolescents dans le sous-sol d'une maison cossue, un palais. Celui du roi Mérops, qu'il partageait avec sa conjointe du moment, la reine déesse Clymène. Et le fils, Phaéton, avait pour l'occasion invité plusieurs amis, fils ou filles de dieux ou de déesses, dont certains ne l'étaient qu'à demi. L'un des parents ayant frayé d'un peu trop près dans les alcôves d'humains aux charmes invitants et envoûtants. À un moment donné dans la soirée, Thoas, le joyeux Thoas, a sorti de sa besace une surprise pour fêter Phaéton et impressionner la galerie. Une bouteille d'un élixir nouveau fait de raisins fermentés appelé vin, piqué en douce dans la réserve personnelle de son père, Bacchus. Mais des jeunesses, qu'ils soient filles ou fils de dieu ou de déesse, peuvent vite devenir imbus sous l'effet d'avoir bu, avec un peu d'abus, le divin, et n'en arriver à ne plus ressembler qu'à de la simple humanité, à appellation plus ou moins contrôlée. Moi, dit Ilos, l'un des fils d'Hercule, à Chrysaor, l'un de Poséidon, moi, mon père est plus fort que le tien. Il a accompli seul 12 travaux gigantesques, surhumains, divinementiels, jamais égalés. Oh, le mien est encore plus fort, leur répliquait Chrysaor. Moi, mon père, Poséidon, il peut ébranler des rochers puis en faire jaillir de l'eau à plein torrent, juste avec son trident. Puis une fois, il a même conduit un gros char tiré par des hippocampes géants. Mon père, il est plus fort que le tien parce que c'est un dieu, un vrai, celui des mers. Pas comme le tien, à moitié humain. Oh! Hercule est peut-être Dieu à demi, mais peut faire la barbe au Dieu complet. Oh, c'est le mien qui est plus fort, a renchéri le joyeux Thoas. Moi, mon père, Bacchus, au cours d'une conquête, est à jeun. Il a entouré les terribles Thraces, puis il les a mis tous à ses pieds, les Thraces. Puis après, il a paradé dans la ville en conduisant son beau char brillant tiré par des panthères noires. Et là, les jeunes coqs divins, semi-divins et ovins, grimpés sur leurs égaux, se relançaient la prise de bec. Phaéton, dans son coin, coiffé de sa belle crête dorée, se leva d'un bond et lança aux amis « C'est rien tout ça, oh, c'est mon père qui est le plus fort, puis c'est lui qui a le plus beau puis le plus gros char, tout en or, plaqué, avec
4 chevaux géants brûlant dans le feu, aux ailerons enflammés, parce qu'après Zeus, c'est l'un des dieux les plus puissants. Mon père, c'est Hélios, le dieu soleil. Prétentieux! Tu dis des batteries, faites donc. C'est en cœur, les amis. Ton père, c'est le roi Mérops, puis il n'est même pas le corps d'un demi-dieu. C'est pas mon vrai père. C'est juste le conjoint de ma mère. Il faudrait nous le prouver. Parce que nous autres, ce qu'on dit, que c'est rien que la vérité. Et tout l'Olympe le sait. Je vais vous le montrer. Puis vous allez tous en baver de jalousie. Après leur départ, Phaéton est resté seul, face à sa première humiliation de la vie. Il a voulu en savoir plus long. Il est parti trouver sa mère pour qu'elle lève pour de bon le voile de mystère entourant l'identité de son père. Climène, en voyant entrer son fils en coup de vent, d'un pas décidé et de mauvais poils, doré, avec sa crête, a devancé sa pensée. Tu as de plus en plus en vieillissant des traits de ton père, qu'elle lui a soupiré en lui concédant la vérité sur ce secret mal gardé. Et elle a ajouté, eh bien que Mérops t'est toujours considéré comme son fils. Il n'est pas ton véritable père, Phaéton. Tu dois maintenant l'assumer et le rencontrer. Il habite au pied du ciel, dans le monde des dieux. Et tu le sais maintenant. Ton père, c'est Hélios, le dieu soleil lui-même. Je vais aller le visiter. Regarde dehors, elle a ajouté, et vois les Héliades, tes sœurs aux cheveux d'or comme les tiens, qui balancent dans l'air les oiseaux du ciel perchés sur elles. Le dieu soleil est aussi leur père. La reine déesse lui a expliqué le trajet fabuleux à emprunter pour parvenir jusqu'au palais merveilleux de son père. C'était tout droit, plus loin que l'extrême est de l'Orient, dans un monde parallèle à l'horizon de la terre. Les Héliades ont laissé les oiseaux du ciel perchés sur elles rentrer au nid pour la nuit, car sonnait le départ de leur frère. Elles lui ont envoyé des baisers. Et Phaéton s'est mis en route, bien en selle, sur un superbe coursier albinos que sa mère lui avait réservé, un cheval tout blanc aux yeux infrarouges, capable de lire à travers les ténèbres de la nuit éthérée et d'entrer dans la dimension parallèle où se trouvait l'antre du dieu soleil. Phaéton, la tête en feu, a voyagé toute la nuit dans une direction bien enlignée entre 6 signes du zodiaque d'un côté et les 6 autres de l'autre, s'arrêtant qu'une fois arrivé dans cette dimension parallèle des cieux que les yeux du coursier avaient repéré, son entrée. Le bel étalon blanc aux yeux perçants s'en est retourné solitaire dans sa dimension première, connaissant comme le sable les chevaux le chemin de son écurie sur terre. C'était tout droit, à l'envers de l'allée. « Je viens à la rencontre de mon père !» Gueule a lancé à Aube, gardienne et intendante du grand palais, qui l'avait reçu. « Je veux voir mon père !» lui a lancé le jeune dieu bouillant aux cheveux d'or, à Aube qui lui a tout à coup reconnu un air de famille. Elle l'a fait entrer, lui a remis une paire de verres fumés en quartz poli, car le spectacle était absolument étincelant et complètement aveuglant. Phaéton n'avait jamais imaginé pareille merveille. Malgré cette protection, il a été presque ébloui par la magnificence des lieux et celle que dégageait le visage étincelant de son père, à grande barbe et chevelure d'or, assis sur son trône d'émeraude. Et derrière le trône s'étalait la gigantesque toile du temps, une fresque monumentale que ses verres lui permettaient de voir en plusieurs dimensions. La toile découvrait d'abord les minutes
devant les heures, mais les minutes derrière les secondes, toujours en mouvement. Puis les journées devant les mois, les semaines devant les mois, et plus éloigné encore les années qui regardaient d'un air résigné les siècles, qui eux tournaient avec mélancolie vers une mer d'infini, où tout à coup en superposition apparaissait la proue d'un navire qui transportait tout ce chargement, avec debout à l'avant le grand timonier et maître à tous, le temps. Le Dieu soleil s'est levé avec majesté. Il a dit, c'est donc toi, Phaéton. Te voilà un grand jeune homme dont tout père aurait raison d'être fier. Qu'es-tu venu me demander? Vous savez mon nom? Bien sûr, je te regarde grandir, mon garçon. Je savais que j'avais raison. Mais pourquoi n'êtes-vous jamais venu me voir? À mes anniversaires, vous n'avez jamais rien envoyé. Vous n'avez jamais été là, toujours à briller par votre absence. Tu as raison et j'en suis navré. Mais comprends-moi bien, j'occupe une fonction qui me prend tout mon temps. Aucun répit, avec des responsabilités inouïes et des tâches à respecter et à assumer et impossible à déléguer. Je suis le seul à pouvoir faire ce que j'exécute dans l'univers, transporter la lumière du jour à travers le ciel. Tous les matins, je pars à bord de mon char et je m'élève à l'est à travers la voûte céleste jusqu'au midi du zénith terrestre pour ensuite redescendre sur l'autre versant, vers l'occident du couchant. Mon cycle terminé, je dois revenir au palais en empruntant la voûte extrême sud de l'océan, avec arrêt à ce puits, pour y faire boire mes bouillants chevaux, abreuvés, pour les abreuver, et ensuite rentrer. Mais pour me faire pardonner, demande-moi ce que tu veux, fils. Et je te le donnerai. Et je le dis même, je le jure, sur la tête du Styx, le fleuve sacré des enfers qui scelle le serment des dieux. Le visage de Phaéton s'est allumé d'une lumière qui lui a éclairé de bonheur tout l'intérieur. Il avait réfléchi au seul présent qu'il souhaitait recevoir de son père. Père, je voudrais, juste pour une journée, conduire votre beau gros char, tout brillant d'or et de feu aux 4 chevaux, en feu avec les ailerons enflammés. Phaéton aurait pu lui demander la lune, il lui aurait donné. Mais jamais le Dieu soleil n'aurait imaginé que son fils lui fasse part d'un souhait aussi impensable. Il s'en regretta sur le coup d'être un Dieu, car s'il avait été qu'un humain, il aurait pu renier sa parole. Il fallait à tout prix convaincre son fils de renoncer à cette folie. Phaéton qui lui dit, je pense que tu ne mesures pas la gravité et les terribles conséquences de ta demande. Tu ne sais pas conduire un char de cette envergure et de cette puissance. Le code de la route galactique à emprunter s'avère sans pitié. Si tu manques un tournant, c'est l'univers qui s'en ressent. Tu risques de virer le monde à l'envers. Même Zeus, le grand qui pourtant peut déclencher la foudre du ciel de sa main, n'approche pas ses doigts de mon char. Père, ce sera le seul gage d'amour que vous m'aurez donné depuis que je suis né. J'ai maintenant l'âge de conduire. Toi, le fils de Bacchus, il a déjà conduit le char de son père, lui. Mais voyons donc, Phaéton,
Bacchus! C'est pas un chat qu'il a, c'est une charrette chromée. Père, vous avez juré sur la tête du Styx. Le père a tourné la sienne par l'arrière et a vu que la grande toile du temps commençait à s'agiter. Il était temps de se rendre au plus vite à la grande porte du matin, où derrière les bouillants chevaux en attente, brûlaient d'impatience, rechargés à bloc de l'énergie de la nuit, de reprendre du collier pour la journée. Aurore, la seconde levée juste après sa sœur Aube, écuyère du dieu soleil, avait comme à l'accoutumée préparé les attelages pour le train journalier. Le temps s'étirait et ce n'était pas dans sa nature d'attendre. Le père a conduit aussitôt son fils jusqu'à cette grande porte d'airain et de cuivre azuré, forgée par Vulcain, dieu du fer et des métaux. Et Phaéton, en apercevant le gros char de feu d'or et d'or aux 4 chevaux de puissants qui piaffaient à coups de sabots ailés, fut pris d'une exaltation qu'aurait jamais ressentie de sa vie. Le père a fait à son fils les dernières et absolument nécessaires recommandations. N'oublie pas, tu pars à l'est. Et la première montée se présente très abrupte. Serre bien les commandes, même si les chevaux peinent à gravir la pente. Reste bien sur la voie de service et oublie la voie lactée. Rappelle-toi que tout l'espace gravite en équilibre avec ses constellations et l'orbite de ses planètes. Suis bien les lignes blanches, celles que les infimes poussières d'étoiles ont tracées d'est en ouest. Parvenu au zénith du midi terrestre, tu seras envahi d'une griserie nouvelle, en ressentant l'extase planétaire et en voyant au loin la Terre avec ses ramages et ses courants de vert, de bleu et de blanc. Et là, ce sera la longue descente vers l'ouest du couchant. Rassemble alors toutes tes forces pour freiner la vitesse du char. Garde bien les pieds bien en place, les commandes serrées. En approchant de la Terre, tu devras constamment te battre contre la force d'attraction de ses pôles et celle de gravitation de sa masse. Oui, lui répondait Phaéton, déjà monté dans le char, les commandes dans les mains. Et toute sa gloire de pouvoir épater ses divines copines et copains hautains, Dieu puis demi-dieu de la terre et des cieux. Aurore, n'en pouvant plus attendre, leva la barre du jour qui retenait fermée la grande porte, qui en s'ouvrant laissa s'élancer l'équipage sur les sabots de roue en produisant des boucans de chaleur intense et de fumée blanche. Sous le regard désespéré du père, s'en voulant de s'être fait piéger par son serment, Phaéton, transporté de bonheur, lançait des cris d'allégresse aux commandes de cette grande cavale qui filait vers l'Occident dans l'immensité sidérale. Les puissants chevaux d'or et de feu aux sabots ailés, propulsés depuis le décollage par l'essence suprême des dieux, remontèrent comme à chaque voyage la longue pente de l'espace en poussant des hennissements à en faire vibrer les ondes fluides de l'univers. Plus vite et plus haut, lui recommandait Phaéton au comble de l'extase. Les chevaux, carburant maintenant à leur propre énergie solaire, continuaient leur ascension. Mais subitement un peu trop vers le haut, car des constellations semblaient se rapprocher. Or, d'un côté, la grande ours, et sur un autre versant, le taureau, celle du taureau aux cornes recourbées. Phaéton nageait dans une mer d'ivresse. Des particules infinitésimales de poudre blanche d'antimatière lui entraient dans les narines et grisaient en l'enveloppant d'une extase sans fin et enivrante. Mais trop absorbé par sa contemplation, il avait depuis un moment desserré la tension des commandes.
sans remarquer que les chevaux sur leur lancée, sentant les guides relâchés, s'étaient aventurés dans une bretelle nébuleuse, montant vers la voie lactée. La grande ours, en voyant s'approcher d'elle, cet étrange équipé enflammé, lui poussa des grognements, car sa fourrure étoilée commençait à grésiller. À la vue de cet obstacle, les chevaux se cabrèrent et, dans un hennissement d'enfer, changèrent de cap. Mais sur l'autre versant, le taureau, dans sa constellation, rugit en allongeant ses cornes aux clignotants d'argent, comme avertissement et pour se protéger contre cette cavalcade en fusion. Les chevaux, de peur d'être encornés, ont pris le mort aux dents et ont voulu faire demi-tour. Le char a fait alors une embardée. Phaéton, ayant perdu toute direction, lançait des cris de détresse, mais sans retour d'appel. Le char filait maintenant à pleine vitesse et de plus belle, mais en plongée, car les chevaux avaient repéré la planète bleue, verte et blanche qu'ils devaient survoler. Phaéton parvenait plus à tirer sur les guides, freiner cette folle cavalcade en fusion, l'épouvante l'enveloppait complètement, alors que la terre, elle, se rapprochait. Dans le palais du dieu Soleil, la grande toile du temps commençait à se froisser sous le grand vent d'une rumeur de chaos imminent. Les minutes et les heures désaxées avançaient puis reculaient. Les secondes, complètement affolées, tournaient sur elles-mêmes, déréglées. Le navire du temps semblait vouloir chavirer. Le dieu Soleil, muet comme une tombe, atterré, faisait les 100 pas, appréhendant le sort qui guettait maintenant le monde. Les puissants chevaux livrés à eux-mêmes n'entendaient plus rien, et le gros char, libre de frein, fonçait en catastrophe vers la terre. Il allait s'y écraser, quand les chevaux, au pouvoir, au réservoir de puissance et d'énergie quasi inépuisable, et à grands coups de sabots ailés, détournèrent le convoi de l'inévitable. L'équipage infernal frôla la terre en zigzag de tous bords, de tous côtés, lui transmettant des tremblements en secousses sismiques continuelles, pendant que le char, lui, livré à blanc, chauffé à blanc, roulait à la vitesse d'une étincelle divine, allumant un enfer terrestre. Des villages flambaient, pendant que leur puits d'eau potable à ciel ouvert s'asséchait, s'évaporait jusqu'au plus profond de leur couche calcaire de roc, qui, sous l'impact de ces ondes de choc en continu, se fracturaient et laissaient s'échapper et libérer des gaz encore inconnus sur Terre. Des peuples entiers en exil, fuyant l'horreur viciée et enfumée, se réfugiaient dans les grottes, dans des abris à la pierre, se couvraient le corps de tourbe pour se protéger et tenter d'échapper à ce bombardement démentiel de feu et de foudre qui s'abattait sur eux comme une malédiction céleste. Et plus au nord, sous l'effet de la chaleur, de l'air chaud ascendant, et par la projection des vents, des gaz qui les apportaient, les glaciers des pôles se mettaient à réchauffer et à s'effondrer. De gigantesques blocs fondants se détachaient et s'engouffraient dans le lit de l'océan, perturbant les climats, inondant les villages, villes et rivages côtiers. Pendant qu'ailleurs, d'immenses prairies de verdure, de pays verdoyants, sous le souffle de ces vents torrides et de gaz, se transformaient sur le champ en désert complètement aride. Du fond d'une crevasse, épargné de ces gaz empestés depuis, de ce char de malheur et des volcans réanimés où elle s'était réfugiée, Gaïa, la terre-mère, sortit sa pauvre tête en pleurs. Enfin,
pourrait invoquer le Dieu des dieux, Zeus, de poser un geste humanitaire afin de sauver ce qui était pour elle sa raison même d'exister, la terre et tous ses êtres vivants. Grand Dieu, elle lui dit, regarde un peu ce que devient ton Éden, le plus beau de l'univers. Mes elfes, mes nymphes sont inconsolables. Elles pleurent comme les ondines, leurs sources taries, leurs lacs et leurs rivières. Flore, si belle encore hier, est devenue méconnaissable. Les montagnes aux sept clartés qui abritaient les fées se sont enflammées. Mes elfes ont perdu leurs forêts enchantées et leurs abris. Les sirènes ont été lancées sur les rivages par les hautes marées. Elles sont sans vie, noyées par cet océan en réchauffement. Tous ces êtres fabuleux n'auront plus désormais de descendants que dans les contes merveilleux. Un esprit réfléchi d'un être incontrôlé est en train de faire exploser l'essence de l'humanité. Et nous sommes tous faits de la même essence, tu le sais, de l'essence du même bois taillé dans les branches du grand arbre cosmique. Il faut faire vite. Peux-tu rester indifférent face à cette folie sans limite de la terre brûlée? Dieu savait qu'il devait faire vite, poser un geste d'éclat afin de sauver la terre, berceau de l'humanité. Ayant reconnu dans le char le Fils du Dieu Soleil, il se leva dans l'eau des cieux et de son sceptre de divinité orageuse, il garda sur le jeune cocher une éclair lumineuse et électrifiée, et le coup de tonnerre qui s'ensuivit a éjecté Phaéton du char et l'a projeté loin dans l'espace, et son envolée dans les airs a formé une longue traînée blanche pour devenir étoile filante et fulgurante, qui est retombée ensuite dans le fleuve Éridan, où elle s'est éteinte tout doucement. Les puissants chevaux, calmés comme après l'orage, s'en sont retournés pour la nuit, connaissant comme le savent les chevaux le chemin de leur écurie. Ils ont tiré le char grinçant par la voûte extrême sud de l'océan pour entrer ensuite dans l'antre merveilleux de leur maître, le Dieu Soleil. Zeus consentit à ce que le souvenir du fils de l'un de ses dieux essentiel demeure vivant. Il retraça dans le fleuve Éridan l'étoile tombée. Il la ralluma. Il la remonta dans le ciel pour l'insérer dans une configuration d'étoiles et former ainsi une constellation nouvelle, la constellation du cocher. Les Iliades pleurèrent longtemps sur leur sort toutes les larmes de leur être, qui en tombant en gouttes dorées dans la terre, devenaient semences et y germaient. Avec le temps et le temps et le temps, maître, les racines produites ont fait lentement leur chemin dans leur corps. Et avec le temps et le temps et le temps, les 7 sœurs de Phaéton se sont changés en peupliers, saules, pleureurs, à écorce en ramures de feuillures d'or, qui balancent dans les airs les oiseaux du ciel perchés sur elles. Et quant au temps, justement, si on en croit cette tradition latine ancienne, après cette incroyable chevauchée, la grande horloge terrestre en a été perturbée. Un jour complet s'était perdu. Et on ne l'a depuis
jamais retrouvés. Je vais reprendre, je vais laisser. Nous sommes à la fin du 18e siècle et l'homme domine le monde. La science est toute puissante. On n'a plus besoin des dieux, on n'a plus besoin de Dieu. L'univers est au service de l'homme. La Terre et l'univers sont au service de l'homme. Et même, il y a de la prétention. À la fin du 19e siècle, on prétend même que l'on sait tout, qu'il n'y a presque plus rien à découvrir. Quelques petites broutilles, finalement. On a tout compris. Et pourtant, la science va nous reconnecter au ciel. Je sais ce que vous pensez actuellement. En fait, je sais exactement ce que vous faites. Vous comptez combien il y a de zéros. Il y en a 29. Okay. C'est ce qu'on appelle un nombre astronomique, n'est-ce pas? Comment la science peut-elle nous reconnecter avec le cosmos? Il y a une partie de l'histoire qui est dans le mythe de Phaéton, évidemment. Le nombre qui est affiché ici correspond au nombre de particules fondamentales dont chacun d'entre nous sommes faits. Nous sommes fabriqués avec 100 milliards de particules fondamentales, des électrons, des quarks. Nous sommes fabriqués avec ça. Il y en a qui en ont un petit peu moins, il y en a qui en ont un peu plus, mais en moyenne, on tourne tous autour de 100 milliards de particules fondamentales. Et ces particules fondamentales existent depuis toujours. Elles ont été fabriquées, elles ont été créées dans la toute première seconde qui a suivi le Big Bang. Il m'arrive parfois que je me lève le matin et que je me dis « Ouf, je me sens vieux ce matin. » Oui, mes particules ont 14 milliards d'années. Vos particules ont 14 milliards d'années. Nous sommes tous fabriqués avec un ensemble de particules qui a été créé dans le cosmos, dans un chaos. Toutes les particules qui fabriquent tout ce qui existe dans le cosmos ont toutes été fabriquées dans la première seconde. C'était chaotique, mélangé, mais graduellement, elles vont s'assembler, évidemment. Le cosmos va réussir à assembler les particules de différentes façons et une partie de la recherche que l'on fait en sciences, c'est d'expliquer comment des milliards et des milliards et des milliards et des milliards et des milliards de particules peuvent graduellement s'assembler pour fabriquer vous, ou lui, ou moi, ou madame. Comment on peut fabriquer un être humain à partir de ces milliards de particules? Évidemment, la solution passe par beaucoup de temps. Quand vous avez beaucoup de temps, vous pouvez vous tromper aussi, mais vous pouvez recommencer. Et donc, le cosmos va patiemment assembler les particules fondamentales dans des galaxies. Initialement, des galaxies qui sont peuplées de quelques étoiles. Et dans les étoiles, il va forger ce dont nous sommes intimement faits. Tout le carbone, tout l'azote, tout l'oxygène, tout le potassium qui se retrouve dans nos corps, tout le fer et le nickel qui se trouvent dans la Terre ou dans les autres planètes, tout ça va être fabriqué dans les étoiles, patiemment, lentement, dans des générations d'étoiles. Ça va prendre des milliards d'années. En fait, les particules dont vous êtes faits ont été réassemblées à plusieurs reprises. Vous êtes faits avec du matériel recyclé. Elles se sont retrouvées dans des étoiles. Elles ont patiemment forgé du fer, du carbone, de l'oxygène. Elles ont été expulsées dans le cosmos. Elles sont recyclées dans d'autres étoiles. On fabrique encore un petit peu de potassium et de manganèse dans tout ça. C'est éjecté dans le cosmos et on recycle et on recycle et on recycle. Et éventuellement, à force de recyclage, on obtient un cosmos qui ressemble un peu à ce que nous connaissons, avec des étoiles et des planètes. Les planètes sont donc fabriquées. Sur au moins une d'entre elles, il y a tout ce qu'il faut pour que la vie apparaisse. La chimie et la biochimie se mettent à l'œuvre. Et lentement, les particules fondamentales qui sont devenues carbone, oxygène, azote et fer vont être réassemblées en molécules, en eau, en méthane,
en molécules d'oxygène, en ozone. Éventuellement, tout ça va être fabriqué et réassemblé et, par miracle, ou presque, il va y avoir les premières formes de vie. Des formes de vie microscopiques, des microbes qui vont apparaître dans l'eau des océans, mais qui graduellement vont se diversifier, devenir plus complexes, peupler tous les océans. À terme, franchir la frontière et émerger sur la Terre et de donner les premiers animaux. Et éventuellement, dans tout ça, il y aura au moins une espèce qui deviendra intelligente. Non seulement elle devient intelligente, mais elle devient consciente d'elle-même. Elle sait qu'il y a une histoire. Elle se pose des questions. Et donc, pour répondre à ces questions, elle va fabriquer des machines pour explorer le cosmos et comprendre son origine. Et donc, depuis la Renaissance, nous construisons des machines de plus en plus complexes qui, initialement, nous ont déconnectés du cosmos, mais qui nous ont permis de comprendre d'où nous venons. Et donc, nous savons quelle est la place que nous occupons dans le cosmos. C'est la même image, évidemment, mais cette image, il y a quelque chose de plus. Elle donne notre place. Elle nous dit, nous sommes conscients de la place que nous occupons dans le cosmos. La place que nous occupons est effectivement minuscule, mais nous en sommes conscients. Et ça, c'est le début de la sagesse, n'est-ce pas? Être conscient de sa propre existence et de la place que l'on occupe. Et non seulement nous sommes conscients de notre propre existence, mais jusqu'à preuve du contraire, nous sommes la seule conscience dans le cosmos. On cherche, mais pour l'instant, la seule conscience qui existe dans le cosmos, elle est sur le petit point blanc bleuté que vous voyez là. Nous sommes tous là. Et Hubert Reeves avait déjà dit que nous sommes de la poussière d'étoiles. Et c'est vrai, nous sommes de la poussière d'étoiles, mais nous sommes plus que ça. Nous sommes formés de particules qui tirent leur origine au début du temps, avec le Big Bang. Nous sommes plus que de la poussière d'étoiles. Nous sommes les descendants directs du Big Bang. Nous sommes collectivement les enfants du Big Bang. Nous avons une connexion avec le cosmos. Et par un étonnant renversement, alors que le cosmos donnait un sens à l'existence de l'humanité, aujourd'hui, c'est l'humanité qui donne un sens au cosmos. Le cosmos sait qu'il existe parce que nous sommes là pour en témoigner. Je pourrais paraphraser Descartes en disant « Quand je pense, le cosmos existe ». N'est-ce pas? Nous sommes devenus conscients et à travers nous, le cosmos sait qu'il existe. Merci. Ça fait longtemps de ça. Ça fait tellement longtemps de ça que si vous y étiez, vous ne serez pas ici maintenant. Ou si vous êtes ici maintenant, c'est parce que vous n'y étiez pas. Ça fait tellement longtemps de ça que c'est dans le temps que le monde, il prenait leur temps. Maintenant, c'est le temps qui prend le monde. Dans ce temps-là, il y avait un chasseur. Pas n'importe quel chasseur, le chasseur. Le meilleur chasseur qui a jamais posé patte sur un trail dans le bois. Cet homme-là, il connaissait tous les animaux, des prairies, des forêts, des marécages. Et il savait comment les prendre avec arc et flèche, avec lance, avec piège. Et c'était un homme vaillant, un homme généreux. On disait de lui que si l'écume de la mer était de l'argent, puis les feuilles de l'automne étaient de l'or, il aurait tout donné. Il n'y avait personne dans son village qui avait faim. Il n'y avait personne qui était à manque des fourrures pour se garder au chaud en hiver. Mais on n'est personne parfait. Il y avait un seul défaut. Cet homme-là, il aimait ça, le gambling. Il aimait le jeu. Einstein il a dit que Dieu ne jouait pas aux dés.
Mais lui, il ne connaissait pas Einstein, hein? Il n'y avait rien qui lui faisait autant plaisir dans le monde que d'écouter, entendre le son des dés en os. Fait que ça donne que cette journée-là, il prend son arc, ses flèches, sa lance, il part sur le trail dans le bois. Puis ça va bien, puis ça va pas mal, jusqu'à ce qu'il arrive à une clairière. Et l'autre côté de la clairière, qu'est-ce qu'il voit-tu pas? Mais un vieux. Non, mais vieux. C'était un genre de point d'interrogation ambulant. Il était tellement accroupi avec l'âge, cet homme-là. Un visage tellement ridé, on aurait dit que c'était comme un test d'intelligence pour des larmes. Et sa bouche, une cimetière pour des dents. Il était laid, tellement laid, on aurait dit que le feu y avait pris dans le visage, quelqu'un avait utilisé une pelle pour l'éteindre. Mais les deux yeux brûlés, et il pointe un doigt vers le bonhomme, puis il dit « Chasseur, on va jouer au dé. » Jouer au dé pour le chasseur. Oh. Qu'est-ce qu'on va jouer? On va jouer pour ta lance. Ma lance? Es-tu tombé sur ta tête, toi? Ça c'est cœur de chêne, ça. Et la tête de la lance, j'ai passé un hiver au complet à tailler la roche. Qu'est-ce que tu as qui vaut ma lance? Mais mon vieux, il fouille dans ses ripailles. Puis il te sort une noix de Grenoble. Mais dans le temps que je vous raconte, vous comprenez bien que Grenoble n'existait pas. Alors, on va dire une noix. Et à peine s'il sépare les deux moitiés comme ça, il y a une lumière dorée qui sort, qui remplit la clairière. Il dit, « Chasseur, regarde à l'intérieur. » Alors mon chasseur, il se penche, il met son œil. Et puis à l'intérieur, il y a une prairie. Et là, dans la prairie, des bêtes d'une grâce, d'une élégance, d'une beauté. Des bêtes que lui, il ne connaissait pas. Lui qui connaissait toutes les bêtes du monde. Et derrière eux, des collines et plus loin, des montagnes qui se perdaient leur tête dans les nuages. Donne-moi les dés. Alors il prend les dés, crache une fois pour le lock. Et il perd. Alors il donne la lance. Mais mon vieux, qui lui pointe le doigt, il dit, « Chasseur, on va jouer encore. » On va jouer. Pourquoi cette fois-ci? Si tu perds, tu vas me donner ton arc, tes flèches. Mon arc, mes flèches. Cet arc est en if, je suis le seul homme qui est capable de la plier. Et mes flèches, c'est des plumes d'aigle royal. J'ai passé 3 journées en cachette en haut de la montagne à attendre jusqu'à ce qu'elle atterrisse. J'ai encore les marques de ses griffes sur mes avant-bras. Ah oui, mais si tu gagnes, je te redonne ta lance et je te donne la noix. Et il pensait à ces bêtes d'une grâce, d'une élégance, d'une beauté.
Donne-moi les dés. Crash, une fois pour le lock. Et il perd. Alors il donne arc et flèche. Mais le vieux le regarde, il pointe le doigt et dit « Chasseur, on va jouer encore. » Qu'est-ce que tu veux m'enlever? Tu m'as déjà pris ma lance, mon arc, mes flèches. Si tu perds, je vais t'enlever de ce monde-ci. Tu ne reverras plus tes compagnons de la chasse et de la fête. Tu ne reverras plus tes enfants. Tu ne reverras plus ta femme. Mais si tu gagnes, je te redonne lance, arc et flèche et je te donne la noix. Et il pensait à ses compagnons de la chasse et de la fête. Il pensait à ses enfants. Mais surtout, il pensait à sa douce, pour qui il pensait que la terre était un champ fleuri pour ses pattes. Mais il pensait aussi à ces bêtes d'une grâce, d'une élégance, d'une beauté. Donne-moi les dés. Et il perd. Et il perd connaissance et il tombe à la vitesse de la noirceur. Il tombe, il tombe, il tombe jusqu'à ce qu'il n'entend plus rien que le son des étoiles. Puis rien. Rien. Oh! Arrête! Hey, ça fait mal, Colin! Arrête ça! Il ouvre un œil, il regarde, et c'est le vieux qui est là, penché sur lui, qui est à terre. Chasseur, on va jouer encore. Il s'hisse sur une coude et regarde. Il est dans une prairie. Et juste là, tellement proche qu'il pourrait quasiment les toucher, c'est bête. Il est dans ce monde-là. Il se lève debout. Qu'est-ce que tu veux m'enlever maintenant? Tu m'as tout enlevé. Si tu gagnes, je te redonne lance, arc et flèche, et je te permets de retourner dans ton monde à toi, et tu peux amener de ces bêtes avec toi. Mais si tu perds, je vais t'enlever même de ce monde-ci, je vais t'enlever de tous les mondes. Ça va être comme si tu n'as jamais été. Donne-moi les dés. Et cette fois-ci, il a gagné. Et le vieillard lui a donné lance, arc et flèche, et tournant, il pointe les bêtes, il dit, appelle-les, ils vont te suivre. Alors il s'est retourné, ils les ont appelés, ils l'ont suivi. Il a marché, 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 s'est retourné, ils les ont appelés, ils l'ont suivi.
Il a marché, marché, marché. Il s'est retourné, il les a appelés, ils l'ont suivi. Il a marché, 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 tant et tellement qu'il est venu jusque ce monde-ci. Et c'est comme ça que les chevaux sont arrivés dans le monde. Je vais inviter nos 4 chanteurs à monter sur scène pour qu'on les applaudisse très très fort pour la belle soirée qu'ils nous ont offerte. Joséphine Bacon, Jocelyn Bérubé, Mike Burns, Robert Lamontagne. Merci. Merci beaucoup.